On a imposé à l'Ukraine des souffrances abominables en entretenant l'Ukraine dans l'illusion que l'Occident avait les moyens industriels de soutenir la guerre. Le 29 février 2024, une vidéo circule massivement en ligne. On y voit Emmanuel Todd face à Apolline de Malherbe. L'échange est tendu, dense, parfois électrique. Certains y voient un moment de télévision comme il en existe tant d'autres. D'autres y perçoivent quelque chose de plus profond, le choc entre deux visions du monde. D'un côté, un anthropologue connu pour ses analyses structurelles et ses prédictions audacieuses. De l'autre, une journaliste incarnant le rythme rapide et frontal des matinales politiques. Mais derrière ce face-à-face, il y a surtout un débat beaucoup plus large. Celui de l'état de l'Occident, de la guerre en Ukraine et de la place de la France dans un monde en mutation. Vous dites que l'Europe libérale est en quelque sorte responsable d'une forme de suicide de l'Occident, si je vous entends bien. C'est l'Occident lui-même qui a engagé sa propre défaite, une défaite morale et une défaite économique. Est-ce qu'elle est inéluctable, cette défaite ? Alors, au cœur du problème, je mets plutôt les États-Unis et le monde anglo-américain. C'est un affrontement. C'est un affrontement. Mais il y a une entre responsabilité. l'Occident et le reste. Il y a une responsabilité européenne. Oui, j'ai cherché. En fait, je sais que je suis un peu décalé par rapport aux sensibilités actuelles. Je vois bien que mon attitude d'historien dépassionné peut choquer ou peiner certains, mais c'est ce que j'ai essayé de faire, c'était de regarder la guerre d'Ukraine, non pas simplement les yeux rivés sur les opérations militaires sur le terrain, mais en regardant la dynamique historique générale. Et ce qui m'a semblé percevoir, c'est une Russie tout à fait stable et effectivement en position défensive sur ses frontières, et un Occident qui est pris dans une trajectoire agressive un peu bizarre. Je pense que les gens n'ont pas vraiment compris le sens de l'effondrement de l'Union soviétique. Que vous aviez pronostiqué, et je le rappelle ici, parce que vous êtes considéré comme le devin, celui qui, ou plutôt le Cassandre, celui qui avait prévu la chute de l'Union soviétique bien avant que qui que ce soit ne la pronostique. C'était en 1976, ça s'appelait la chute finale. Votre indice, c'était notamment la chute de natalité et la mortalité infantile, qui sont toujours pour vous des indices extrêmement importants à prendre en compte. Actuellement, le taux de mortalité... Je sais qu'on dit des choses horribles sur la Russie de Poutine, mais le taux de mortalité infantile russe actuel est maintenant inférieur au taux de mortalité infantile américain. Mais ce qu'on n'avait pas vu à l'époque, c'est que l'Amérique elle-même était dans un processus de déclin éducatif, industriel, qui a démarré vers 1965. Et donc la Russie s'est effondrée, mais l'Occident était lui-même fort mal en point, s'affaiblissait en son centre, et tout le monde a cru que c'était une victoire du capitalisme. Et donc on a eu ce phénomène tout à fait extraordinaire d'une expansion vers l'Est, qui est allé provoquer la Russie dans son espace, finalement, mais d'un monde occidental qui n'allait pas bien lui-même. Et on s'est trouvé... moi, je n'ai pas du tout une vision machiavélique simple du comportement des États-Unis. Je montre dans le livre que, d'une certaine manière, les États-Unis sont tombés dans un piège en Ukraine et se retrouvent affrontant une Russie... piège tendu par la Russie. Non, piège tendu par eux-mêmes et par le nationalisme ukrainien, c'est-à-dire par une illusion de disparition de la capacité russe et par une inconscience de la destruction de l'appareil industriel occidental et spécifiquement américain. Les États-Unis et derrière eux l'OTAN, nous, vous estimez qu'on est rentré dans ce piège et qu'on est en train d'y perdre et de faire perdre l'Ukraine, à qui on avait promis on a imposé munitions. à l'Ukraine des souffrances abominables en entretenant l'Ukraine dans l'illusion que l'Occident avait les moyens industriels de soutenir la guerre. Mais actuellement, regardez les informations au jour le jour. Les États-Unis nous disent qu'ils vont essayer de faire produire des missiles patriotes antiaériens défensifs en Allemagne. Sans doute parce qu'ils ne sont plus capables de les produire eux-mêmes, parce qu'ils n'ont plus la main-d'œuvre, les ingénieurs, les ouvriers qualifiés qui permettent de faire ça. L'Allemagne qui d'ailleurs, et on va en y revenir dans un instant parce que j'aimerais qu'on parle de l'Angleterre, de la France et de l'Allemagne. Si je comprends bien, l'Allemagne s'en sort moins mal que nous, l'Angleterre en revanche pire que nous dans ce déclin, dans cette étape de la défaite. Mais si je comprends bien, vous avez presque l'air de dire qu'au fond, on a fait l'erreur de faire croire à l'Ukraine qu'on allait les aider, mais ça veut dire qu'on aurait dû laisser tomber dès le départ, leur dire non mais attendez, on ne peut rien pour vous. On aurait dû. Alors le livre n'est pas du tout
dans le conseil ou dans le « il faut faire »,« il aurait fallu faire ». Le livre est un bouquin d'analyse historique qui cherche les causes. Si on me demande, et si je redeviens citoyen, ce que je ne suis pas dans le livre, où je suis historien, je dirais bien sûr qu'on aurait dû négocier, bien sûr qu'on aurait dû intégrer la Russie à l'Occident. En fait, vous dites, il y a bien longtemps déjà, nous n'aurions jamais dû couper les liens avec la Russie. Nous aurions dû amarrer Europe et Russie pour en faire un grand Occident. Voilà, mais si vous voulez, le fait de dire il aurait fallu faire ceci, ça c'est de la politique au jour le jour. La Russie ne se serait pas enfermée dans une forme de conservatoire de l'Occident, de pureté de l'Occident. Elle avait fait des tas d'ouvertures au moment de la guerre d'Irak, il y avait des conférences de presse communes de Chirac, Schröder et Poutine. C'est très proche. Mais dire il aurait fallu, ça n'a pas de sens parce que l'analyse. Moi, c'est aussi les citoyens. J'ai envie d'entendre quand même Emmanuel Todd parce que vous êtes quand même un homme engagé. Oui, mais si vous voulez, je n'ai pas de vertu morale particulière. Ma compétence particulière est une compétence d'historien de la longue durée, formé par l'école des Annales et élève d'Emmanuel Ladurie. Donc, ce que je peux faire, c'est dire, écoutez, regardez correctement les États-Unis, regardez cet effondrement industriel, essayez de comprendre pourquoi la globalisation économique nous a mis dans une telle situation d'infériorité économique. Donc je peux produire dans un chapitre complet un dégonflement du produit intérieur brut américain. Qui n'est qu'une bulle. Qui n'est qu'une bulle, qui est une fiction, qui est aussi une critique de l'économie politique. Et je peux surtout aller chercher, je dirais, à la racine, la cause du déclin occidental. Le livre est on me traite tout le temps de choses comme poutinophile, vous voyez. Je voudrais une complaisance vis-à-vis de lui. Allez-y, répondez. Un historien ne tombe pas amoureux d'un politique. J'utilise beaucoup Max Weber et son idée de ce que le protestantisme et l'ascension du protestantisme, c'est la base de l'ascension de l'Occident. Donc on pourrait me traiter de Weberophile je suis un grand admirateur du sociologue Émile Durkheim. On pourrait me traiter de Durkheimophile ou de Marxophile à la rigueur, parce que j'ai une admiration pour le personnage de Karl Marx. Mais poutinophile, c'est absurde. Le diagnostic, la chose fondamentale du livre, en termes intellectuels, c'est de diagnostiquer, de dire Weber avait correctement dit que l'ascension du protestantisme, c'était l'ascension de l'Occident. Et moi, je dis, j'analyse l'effondrement du protestantisme dans l'ensemble du monde anglo-américain. Et je dis, la chute de l'Occident, c'est l'effondrement du protestantisme. La chute du protestantisme et surtout américain. Et la chute de la religion. Vous parlez même, pour ce qui est de l'Occident, États-Unis et Europe, d'un état zéro de la religion. C'est-à-dire, vous considérez qu'en ayant tué, en étant rentré dans une forme de nihilisme... C'est la percée intellectuelle du livre. En ayant tué l'idée même de religion, en ayant refusé la morale chrétienne. Vous parlez même de l'autorisation du mariage homosexuel comme d'un tournant. C'est pour vous la fin des règles de vie régies par une morale religieuse. Et ça a donc laissé une sorte de vide. C'est là que je parle d'une forme de suicide pour vous. Oui, mais encore une fois, il ne faudrait surtout pas s'imaginer que j'ai une posture morale. C'est-à-dire, j'ai un rapport, moi je suis un historien de la longue durée, formé par l'école des Annales. Je ne crois pas du tout à l'importance des hommes politiques centraux dans l'histoire. Je vois des forces de très longue durée et qu'il faut observer, analyser, quantifier, sans s'indigner. Si vous voulez, pour moi, constater le passage... Mais c'est un peu crépusculaire quand même, votre livre. C'est un peu crépusculaire. Vous avez une attitude de fin du monde. Mais non, pas du tout. Dans le cas des États-Unis, par exemple, je note bien dans le livre l'association du protestantisme et du racisme le plus dur. Je note que l'Allemagne, qui était un pays à majorité protestante et dirigé par les protestants, avait produit le nazisme. Le racisme américain, anti-noir, qui était l'un des plus durs racismes du monde, était associé au protestantisme américain avec son idée de damnation d'une partie de l'humanité. Et je dis très clairement que l'effondrement du protestantisme, c'est l'effondrement de l'industrie, c'est la baisse du niveau éducatif, mais c'est aussi la disparition de ce racisme très dur. Vous voyez, l'histoire est complexe. Et au fond, je note bien, pour l'ensemble des pays avancés, un état de faiblesse, je dirais, à s'organiser, à produire du collectif, que je situe aussi également en Russie. Je dis qu'en Russie, c'est atténué par des traditions familiales communautaires, comme en Allemagne, par des traditions familiales autoritaires d'un autre genre. Mais vous savez bien que Poutine dit de l'Occident que c'est désormais une société de dégénérés. Mais ça, c'est Poutine, c'est pas moi.
si vous voulez, vous pouvez, dans le livre au début, je dis clairement que je vois bien la mésentente, l'incapacité à se comprendre des Occidentaux et des Russes, une sorte de malentendu, c'est-à-dire qu'une vision fausse de la Russie, ou inexistante d'ailleurs de la Russie, par les Occidentaux, une démonisation de Poutine, mais je dis aussi que Poutine n'a pas les clés pour comprendre ce qui le gêne dans le monde occidental. Donc moi, je n'emploie pas des concepts moraux. Et encore une fois, pour moi, la disparition de la religion, c'est pas une chose que j'ai à applaudir ou déplorer, c'est un fait. Le passage de la religion d'un état actif, où les gens vont aux offices religieux, croient en Dieu, etc., à un état zombie dans lequel ils ne vont plus à la messe, ils ne croient plus en Dieu, mais où subsistent des comportements et des croyances et des attitudes collectives qui donnent, je veux dire, de la cohérence aux sociétés, puis à un état zéro où il n'y a plus rien qu'une angoisse qui produit ce concept central dans le livre, qui est le concept de nihilisme. Emmanuel Todd n'est pas un polémiste classique. Depuis des décennies, il travaille sur les structures familiales, les dynamiques démographiques, les systèmes éducatifs et les cycles historiques. Il s'est fait connaître pour avoir anticipé la chute de l'Union soviétique dans les années 1970. Autrement dit, c'est quelqu'un qui observe les sociétés sur le long terme. Lorsqu'il parle, il ne commente pas simplement l'actualité. Il tente d'y lire des tendances profondes. Face à lui, Apolline de Malherbe adopte une posture plus directe. Elle questionne, bien relance, contredit, elle représente une lecture dominante de la situation géopolitique. L'idée d'un Occident uni, solide, moralement légitime face à la Russie.